Alors, il me fait très plaisir d'être là et pour vous présenter une question, en fait. Peut-on prescrire de l'information comme on prescrit un médicament? Pour vous dire un peu d'où vient cette interrogation-là, euh, bon, de manière proximale, elle nous vient de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, qui est un syndicat, comme vous savez, et ce syndicat défend les intérêts des médecins omnipraticiens. C'est eux qui sont responsables des négociations, entre autres avec la Régie d'assurance maladie. Mais ils ont également un grand service de formation continue. Et tous les 2 ans, à travers de multiples congrès, ils font le tour de la médecine. Alors, chaque congrès touche un domaine, que ce soit la gastro, que ce soit la pneumologie, la psychiatrie, et ils réussissent à faire le tour de l'ensemble de ce qu'on trouve dans un textbook de médecine, ce qui est très intéressant. Donc, il y a chez eux du monde particulièrement curieux et intéressé à améliorer les compétences et de plus en plus à améliorer la manière de travailler. C'est ce qui les a amenés à nous contacter. Je vous parlerai de nous avant, mais j'aimerais bien vous parler de moi pour vous montrer un peu comment on évolue comme médecin. Et moi, je suis psychiatre, comme médecin psychiatre dans cet univers de l'information. Il y a plusieurs années, et ça a lancé ma carrière de technologie de l'information et de santé publique. Je travaillais dans une clinique générale de psychiatrie et on avait décidé de passer une demi-journée par semaine dans la salle d'attente à parler avec les patients des autres. Et l'idée était d'essayer de comprendre ce qui intéresse les gens, ce qui les préoccupe et qui peut-être ne peuvent pas aborder dans la salle d'entrevue. C'était intéressant au point où on a voulu systématiser cette démarche-là en administrant un questionnaire de besoins. Il y en avait dans la littérature, on en a adapté, qui était administré avant, donc les attentes des gens, à quoi je m'attends, de quoi je veux parler quand je vais entrer dans la salle et je vais passer mon entretien avec le thérapeute. Et à la sortie, est-ce que j'ai parlé effectivement des choses qui m'intéressaient, puis qu'est-ce qui n'a pas été abordé? Et très vite et de manière significative, on a réalisé que l'information relative aux pathologies, l'information relative aux ressources, à toutes sortes de détails, n'était presque jamais abordée et était occultée, si on veut, par le thérapeute, j'allais dire, n'était pas entendue plutôt qu'occultée, parce qu'il voyait, il voyait le patient. Et ça m'a amené à voir si on pouvait systématiser l'accès à l'information. Et de là, je me suis téléporté à l'Institut de recherche clinique et j'ai commencé avec un collègue informaticien à développer des outils d'information qui résidaient dans la salle d'attente et qui permettaient aux gens à l'époque de voir une petite foire aux questions qui avait été élaborée avec les spécialistes. Là, on travaillait plus en hypertension et en cardiovasculaire et voir si ça permettait aux gens de se sentir plus compétents. Et le résultat de ça, c'est que ça permettait en effet aux gens de faire une petite répétition des questions qu'ils souhaitaient adresser à leur médecin ou à leur infirmière. Et ils posaient donc plus de questions au médecin ou à l'infirmière. Très souvent, ils exprimaient moins de satisfaction, cependant, ou une insatisfaction quant à la qualité des réponses. Les gens sont ce qu'ils sont et les professionnels de la santé ont très peu de temps consacré à chaque patient. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a du bagage, il y a des questions à poser, des examens à faire, de sorte qu'il reste souvent peu de temps pour les questions qui, finalement, intéressent vraiment les personnes. Et dans ce sens-là, le projet pilote qu'on regarde aujourd'hui, c'est une évolution de tous ces vecteurs-là et ça nous amène à nous poser la question du rôle de l'information en santé. Alors, il y a un consensus actuellement et dans la littérature, mais aussi chez les professionnels, ce qu'on a découvert après, à discuter avec les médecins généralistes, à l'effet que l'information, c'est un élément essentiel. Mais on sait que l'information ne suffit pas. Elle doit être présentée dans un contexte particulier. L'information automatique, c'est-à-dire interactive et virtuelle, présente
Un autre ordre de défi, au tableau, vous avez celui de la littératie. Est-ce que les gens comprennent les mots qu'on utilise? Est-ce qu'ils comprennent la forme de présentation? Est-ce que leur représentation des problèmes correspond à ce que nous, on a à transmettre? Ce sont toutes des questions extrêmement intéressantes et qui doivent faire l'objet de recherche. Je regarde dans la salle une personne qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il y en a peut-être d'autres. Mais ce sont des questions importantes. Je vous ai offert une petite citation ici en anglais que je ne me suis pas donné la peine de traduire, mais vous voyez que la personne qui fournit l'information, la manière dont elle le fournit, la qualité de la relation avec le professionnel de la santé, puis le moment opportun où cette information-là est présentée, sont tous des facteurs d'intégration et ultimement d'application dans la vie quotidienne des personnes. Ce sont là des défis qui sont relevés de manière très diverse selon la formation du professionnel et selon sa qualité d'empathie, selon les contraintes objectives dans lesquelles il fonctionne. Pourquoi est-ce qu'on a lancé l'initiative? Bien, je vous l'ai dit abondamment, parce que le médecin n'arrive pas toujours à jouer son rôle de communicateur et d'éducateur. Il peut dire parfois n'importe quoi quand le patient a la main sur la poignée de la porte. Et le patient, lui, cherche, bien sûr, de l'information de qualité. Les médecins se plaignent, et c'est une des motivations de nos collègues de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Ils se plaignent de patients qui arrivent chez eux avec 100 pages imprimées sur une condition, avec des traitements alternatifs proposés. Et donc, il y a de leur point de vue, une désinformation qui s'opère souvent dans ce comportement bien tout à fait noble et naturel pour la personne d'aller chercher un peu, de meubler un peu sa manière de penser à son problème, mais ça crée des difficultés. Alors, il y en a une source au Québec, il y en a d'autres, mais celle-là, je la connais mieux que d'autres parce que j'en suis l'éditeur, le Guide santé du gouvernement du Québec, qui est un outil un petit peu simple dans sa présentation, mais très complet dans son contenu, et qui offre de l'information, des fiches d'information qui ont toutes été travaillées avec des groupes focus d'utilisateurs pour réaliser des protocoles qui permettent d'écrire des fiches qui ont un sens pour le patient, pour la personne, plus que pour le professionnel. On a travaillé pour créer ces bases de connaissances-là, on a dû travailler avec 60 ou 80 spécialistes de toutes sortes. Et on est arrivé vite à la conclusion que quand on est un spécialiste, on a des traits obsessionnels assez importants et on veut transmettre toute la complexité de nos connaissances. Souvent sans égard pour la personne à qui on souhaite transmettre l'information. Donc, on a, à la lumière de nos apprentissages de départ, on a été en mesure de raffiner les protocoles et de travailler la manière de produire l'information, de la valider, qui laisse aux spécialistes un rôle, mais qui n'est pas le rôle central de communication. Alors, comme vous voyez, il y a des milliers de pages qui sont couvertes là-dedans. Il y en a trop pour les médecins. On est là pour regarder si on peut la prescrire, cette information-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec les médecins de la Fédération? Mais avant, je voulais juste vous dire, justement, que cette source-là, le Guide santé, malgré sa grande couverture, est presque un outil confidentiel au Québec parce qu'il a connu zéro promotion depuis sa création. C'est quelque chose qui est en train de se corriger, mais qui a été extrêmement lent. Nous, on n'a aucun contrôle sur cette exploitation-là, parce qu'à l'origine, il avait été conçu comme un outil complémentaire à InfoSanté, qui est le service téléphonique où on a accès à une infirmière. Et le modèle qui a été souhaité par les instigateurs gouvernementaux, c'était bien sûr que les gens puissent aller sur le web, voir s'ils trouvaient réponse à leurs questions et sinon être référés à InfoSanté ou pendant qu'ils attendaient, à l'époque c'était 1 heure et demie sur la ligne,
se voir offrir la possibilité d'aller sur le web consulter les fiches au cas où ils trouveraient réponse. N'oubliez pas que quand vous passez 14 heures à l'urgence pour un bobo qui n'est pas une plaie, c'est que vous avez été trié et considéré non prioritaire. Et très souvent, au bout des 14 heures, le traitement qui vous est offert, c'est de l'information. Donc, il y a beaucoup d'avantages à rendre l'information accessible plus rapidement. Et il y a toute une série de choses qui peuvent être proposées à un patient avant même qu'il ait à rencontrer un professionnel de la santé. Et il y a une série de fiches dans ces bases de connaissances-là dont l'objet est « Est-ce que je dois consulter ou pas? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'aider moi-même? » Donc, on est dans un contexte très lié au système de santé et on a un outil qui n'est pas vraiment rattaché au plan organisationnel au système de santé. C'est dans cet univers-là que l'initiative de la FMOQ de prescription d'information est née. Ils ont dit, écoutez, ça serait vraiment intéressant si on pouvait prescrire cette information-là. Alors, l'idée, c'est d'aider le médecin à informer le patient au sujet de sa condition, des médicaments ou d'autres éléments associés au traitement, faciliter l'accès, puis surtout minimiser le temps requis. Ça faisait partie de la commande. Et la raison pour laquelle ça fait partie de la commande, c'est que c'est une intervention qu'on a testée pendant 30 quelques jours, purement pour voir la faisabilité, l'intérêt que ça pouvait présenter, mais en étant conscient, puis les résultats l'ont montré, que ça doit faire partie d'un système de prise en charge et que ça ne peut pas être purement parachuté dans les pratiques actuelles des médecins généralistes au Québec. On a commencé en travaillant avec eux à identifier les 100 diagnostics les plus fréquents et assigner à chacun de ces diagnostics-là un code alphanumérique pour que le médecin puisse, à partir de la centaine de diagnostics, prescrire l'information spécifique. Et ça a été le modèle qui a été testé. Je vous ferai part des conclusions après. On a créé une porte d'entrée à travers le site de la FMOQ parce que faisait partie de leur intérêt d'associer ça à leur identité. Et pour chaque médecin participant, on avait une quinzaine de médecins qui ont participé, on avait créé une fiche de prescription identifiée au médecin lui-même, qui est cette fiche-là. On a formé les médecins à l'utilisation de ce service-là et on a suivi le nombre de prescriptions et le nombre de pages visitées, ce qui nous permet d'avoir une idée du comportement des patients à un niveau général et de voir comment les médecins utilisaient le service. Donc, le nombre de prescriptions écrites, les pages consultées, la satisfaction globale du patient et du médecin, puis la facilité d'utilisation des outils. C'est une étude sommaire, comme je vous dis, de faisabilité, et c'est pour ça qu'on n'est pas allé beaucoup plus loin. Alors, vous voyez que sur la période de 31 jours, il y a eu avec 14 médecins, il y a eu 1047 prescriptions. Il y a eu 161 séances de consultation. Donc, nombre de prescriptions pour générer une visite de consultation, c'est 6,5. Donc, 6,5 patients se voient prescrire de l'information. Il y en a un qui va donner suite. On peut voir ça comme une bonne ou une mauvaise chose. Nous, on était plutôt contents devant le fait que, bon, il y a des gens qui ne sont pas intéressés, il y a toutes sortes de raisons. On n'est pas allé voir ces raisons-là encore, mais je pense que déjà, quand on réalise qu'un médecin va avoir 20-25 patients dans une journée, il commence à générer du trafic. Et si on regarde un déploiement éventuellement plus large à travers l'ensemble des pratiques médicales, ça devient intéressant et ça génère en soi un volume qui tend à probablement augmenter. La moyenne quotidienne, 5,9 sessions. Les sessions fructueuses, 97 %. Et comment c'est défini une session fructueuse? Bien, c'est que c'est soldé par un accès à une page du guide santé. Donc, ils sont partis de l'ordonnance avec le mot-clé
puis ils sont allés, ils ont trouvé la page, ils ont passé du temps dessus. Là, c'est les sessions quotidiennes qui ont été réalisées, puis ça a été stable tout au long de la période de test, ce qui nous rassurait. Le nombre de recherches effectuées, il y a 32% des sessions pour lesquelles les gens ont trouvé tout de suite ce qu'ils cherchaient. Il y en a 60% pour lesquels ils ont été obligés d'essayer une deuxième fois. Ils sont restés, ils ont persisté. 8% ils ont essayé 2 mots-clés ou plus. Et là, les mots-clés, bien, ça pouvait être n'importe quoi. Là, on a mis l'exemple de vaginite. Le moteur de recherche ne reconnaissait pas nécessairement vaginata, par exemple, mais reconnaissait vaginite. Et notre façon de travailler avec le moteur de recherche, c'est qu'à chaque fois qu'on a des demandes orphelines, à tous les mois, on revisite les demandes orphelines et on intègre ces demandes-là quand on a une réponse dans les mots-clés. Et quand il n'y a pas de réponse, bien là, ça fait partie de la liste de développement nécessaire. La satisfaction, les médecins étaient très satisfaits de cette initiative-là. Ils trouvaient l'idée bonne, ils trouvaient l'outil intéressant. Par contre, ils avaient des réserves sur le modèle d'encodage, le code alphanumérique pour les 100 diagnostics. Pour eux, c'était trop. C'était trop complexe, ça faisait partie de ce qui nuisait au flot de visite des patients, le temps d'aller fouiller des codes. Mais le modèle de prescription d'information, qui est un modèle qui commence à avoir un peu de visibilité, entre autres en Angleterre et aux États-Unis, c'est un modèle qui plaît beaucoup aux médecins parce que ça fait partie des gestes quotidiens qu'ils posent et c'est intégré à leur pratique. Donc, l'analogie de l'ordonnance pharmacologique est quelque chose qui est un facteur d'adoption parce que là, c'est pas étranger, ça fait partie de la game, ils sont habitués de travailler comme ça. Les patients, c'est un questionnaire téléphonique, ont exprimé de la satisfaction et peu de difficultés à trouver ce qu'ils cherchaient. On n'a pas interrogé les patients qui ne se sont pas présentés. Et ça, c'est nos collègues de la FMOQ qui ont fait ça. Mais qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience-là? Parce qu'on a vu, bon, peut-être que la mécanique ne marchait pas très bien, mais que l'adoption était quand même pas négligeable. Et s'il n'y avait pas de relance, il y avait une sorte de dégradation de la fréquentation des médecins. Les patients ont toujours des nouveaux patients, alors ce n'est pas un problème, mais les médecins tendaient à oublier l'existence du projet. Donc, c'est compliqué d'intégrer ce genre de choses-là dans une pratique déjà établie. Il y a des modifications, même si c'est une intervention mineure, il y a des modifications de la pratique qui s'imposent. Les médecins mieux formés tendent à avoir une plus grande stabilité dans l'utilisation du service parce qu'ils ont eu des répétitions, alors que les médecins qui sont venus, ils ont écouté ça, une petite présentation rapide, sont retournés à leur bureau. C'était beaucoup plus difficile et ils l'ont essayé. Il y en a qui ont abandonné à cause de ça. Donc, la formation, la gestion du changement, dans le fond, et c'est pas spontané. Ça fait partie des changements de pratique, quelle que soit la complexité du changement demandé. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble de la pratique. Et quand on regarde les alternatives proposées ailleurs, les projets qui semblent donner de bons résultats sont les projets où c'est l'ensemble de la manière d'aborder la pratique de première ligne, où on introduit des changements comme ceux-là. Mais même ailleurs, les gens ont de la misère parce qu'ils rentrent un nouveau médecin avec ses habitudes de longues années et ça pose, encore une fois, des difficultés. Les stratégies de gestion de changement, ils doivent être soutenus. Il ne suffit pas de donner une formation à quelqu'un. Et ça, on le sait pour l'adoption des dossiers électroniques, on le sait pour l'adoption des modalités de gestion de maladies chroniques, de travail interdisciplinaire. C'est vraiment dans cette mouvance-là qu'on doit introduire la prescription d'information parce que c'est un outil rentable, ça ne coûte rien. Et pour le patient, on peut aller beaucoup plus loin. Là, on en était au premier balbutiement
d'un déploiement. Puis ce qui nous intéressait, en fait, de participer à ça, c'est que c'était un déploiement de terrain. Ce n'était pas un contexte expérimental. Ce qu'on fait dans le contexte expérimental va beaucoup plus loin que ça, mais ça ne demeure qu'une démonstration en laboratoire et ça ne se traduit pas rapidement ni facilement dans la vie quotidienne des praticiens. Alors, on a un défi à relever par où on va exploiter cette ressource-là, qui est une ressource qui est présentement accessible et qui est sous-utilisée. Et c'est dans ce contexte-là qu'on travaille maintenant avec eux. Là, il y a eu une interruption de nos collaborations parce que, comme je vous disais au départ, c'est un syndicat. Et ils étaient en négociation et dans ce temps-là, il n'y a plus rien qui marche. Mais là, les négociations sont terminées et on espère pouvoir aller plus loin pour mieux intégrer la ressource à l'intérieur des pratiques et donc sélectionner des pratiques modèles et ensuite publiciser les opérations de ces pratiques-là. Alors voilà, c'était ça que je voulais vous raconter. C'est un petit projet pour tester les eaux, pour voir la réceptivité du milieu, qui est un milieu quand même qui a ses pratiques de longue date et dans lesquelles il y a toujours quelques marginaux qui ont leur propre système d'éducation thérapeutique qui marche en général. Mais ce n'est pas des systèmes qui se répandent. Et là, le défi qu'on a avec nos partenaires ici, c'est de trouver des outils qui pourront être diffusés au plus grand nombre, le plus rapidement possible, avec le moins de perturbations possible, parce qu'on n'est pas habilité à transformer la pratique de première ligne. Il y a tellement de monde qui s'y intéresse sans succès. Mais quand même, si on peut ajouter un ingrédient qui lie le patient et le médecin en matière de partage d'un terrain commun de représentation des problèmes, je pense que ce sera ça la principale contribution d'une initiative comme celle-là.